Je m'appelle Claire Mitchell. J'ai 38 ans et je vis à Charleston, en Caroline du Sud. Et je viens de mettre fin à 15 ans de mariage d'une manière inimaginable. En plein milieu d'un enterrement de vie de jeune fille, mon mari n'était pas invité, mais le cadeau surprise de la future mariée, déguisée en faux danseur. Mais ce qui a vraiment laissé tout le monde sans voix, ce n'est pas son pantalon déchiré. C'est le moment où je suis entré dans cette pièce avec la fiancée de la mariée, ses parents et un épais dossier rempli de secrets qu'il cachait depuis près d'un an. Si vous avez déjà soupçonné quelqu'un que vous aimez de vous cacher quelque chose, que feriez-vous? Continuez à y croire ou commencez à suivre les indices. Laissez-moi tout vous dire. Et si vous avez déjà ressenti la douleur de la trahison, partagez votre histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de suivre la chaîne, car ce que je vais vous révéler rend cette soirée plus calme. Je pensais avoir un mariage paisible. Pas parfait, mais solide. Nathan et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 23 ans, alors que je débutais dans une petite agence de publicité à Atlanta. Il avait 6 ans de plus que moi, était déjà directeur artistique, intelligent, charismatique et semblait toujours avoir les bonnes réponses lors d'une réunion de présentation. J'adorais sa façon de voir le monde comme un puzzle logique, tandis que moi, j'étais tout en émotion et en instinct. Il a dit un jour, nous sommes les deux moitiés d'un tout. Et je l'ai cru sincèrement. Lorsque la mère de Nathan est décédée au cours de notre 3e année ensemble, j'ai pris 6 mois de congé pour rester à la maison, m'occuper des préparatifs et m'occuper de lui. Il a sombré dans une profonde dépression, mangeant et parlant à peine. Je passais mes nuits allongées par terre à côté de son lit, car il disait qu'il ne pouvait pas dormir si quelqu'un était plus haut placé que lui. Lorsqu'il a finalement commencé à se rétablir, nous avons décidé de quitter Atlanta et de prendre un nouveau départ à Charleston. J'ai refusé une offre de directeur artistique dans une grande agence new-yorkaise, car il ne voulait pas quitter le Sud. J'ai besoin de stabilité, m'a-t-il dit. Et j'ai besoin de toi. Je ne l'ai pas regretté. Je l'aimais. Et je croyais que l'amour exigeait des sacrifices. Nous avons acheté une petite maison, peint les murs en vert menthe et planté de la lavande devant la maison. J'ai aménagé l'intérieur et Nathan a créé son propre cabinet de conseil financier de toutes pièces. Les premières années ont été difficiles. Je faisais des heures supplémentaires dans un cabinet d'avocat le jour et je créais des logos en freelance le soir. Mais je ne me suis jamais plainte. Au contraire, j'étais fier. J'aidais mon mari à réaliser son rêve. Puis le cabinet de Nathan a commencé à décoller. Il est devenu plus occupé. Il a eu des voyages d'affaires imprévus et des dîners avec des clients qui duraient tard dans la nuit. Je le remarquais, mais je ne posais pas de questions. J'avais toujours été le genre d'épouse à ne pas consulter son téléphone, à ne pas être jalouse, à ne pas poser trop de questions. Je crois que dès qu'on commence à douter, on empoisonne déjà sa propre confiance. Un jour, j'ai plaisanté, alors, tu t'es trouvé une autre femme. Nathan a ri, m'a serré dans ses bras et a murmuré, personne ne pourra jamais te remplacer. J'ai souri, me suis retourné et j'ai continué à plier des chemises dans sa valise. Il se rendait à Phoenix pour une réunion avec des partenaires du secteur de la santé. J'ignorais que ce voyage était la première fois que Brooke et lui passaient la nuit ensemble dans un hôtel au bord d'un lac. Et j'ignorais que cette nuit marquerait le début d'une liaison soigneusement planifiée. Non pas par amour, mais parce qu'ils voulaient échapper à leur vie commune actuelle. Je n'en avais aucune idée. J'apportais encore des muffins maison à son bureau chaque mois. Je publiais encore des photos de ma vie de couple sur Instagram avec un sourire sincère, pensant avoir de la chance d'avoir un homme comme Nathan. Je me souviens très bien de cet après-midi de printemps de l'année dernière, assis seul dans le salon, en train de réviser une proposition de campagne que j'avais rédigée pour une conférence artistique. Nathan est rentré, m'a embrassé sur le front et est allé directement à son bureau. Je lui ai parlé de mon idée d'éclairage interactif pour l'exposition, mes yeux s'illuminant comme un gamin qui se vante d'une bonne note. Il a hoché la tête. Ça a l'air génial. Et s'est détourné, toujours en train de taper sur son téléphone. J'ignorais qu'à ce moment précis il envoyait un SMS à Brooke. Elle parle d'éclairage. Je ne pense qu'à ce matin avec toi. Je n'ai vu ces messages que plus tard, par hasard, lorsqu'une notification est apparue sur l'iPad alors que je cherchais une recette de pâte aux champignons. Je me suis figé, j'ai repris la recette, j'ai fait défiler encore et encore jusqu'à ce que quelque chose en moi s'effondre dans un vide profond et silencieux. 14 ans. Combien de dîners l'avais-je attendu seul? À combien de réunions de famille avais-je assisté seul parce qu'il était en réunion?
Combien de mensonges avait-il échappé à ses lèvres et à ma confiance sans laisser de traces? Je pensais que si Nathan me trompait un jour, je craquerais, je jetterais des objets, je crierais, mais au lieu de cela, je n'ai rien ressenti. Rien. J'ai glissé sur le sol de la cuisine, la tête contre le réfrigérateur, plus froid que la glace à l'intérieur. Et je savais que le pire n'était pas la trahison. C'était de réaliser que j'avais vécu trop longtemps dans un mensonge que je croyais réel. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à me lever cette nuit-là pour vérifier les déclarations d'impôts. Peut-être était-ce l'instinct, ou simplement l'habitude de quelqu'un qui essaie de garder une vie ordonnée et transparente, surtout après 35 ans et dans un mariage qui semblait stable. Je passais en revue les transactions détaillées de notre comptable. Mes yeux, par habitude, s'attardaient jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur un nom que je ne reconnaissais pas, Marston Group LLC. Ce n'était pas un client que Nathan avait mentionné, ni l'entreprise d'un ami, ni un nom familier de nos 14 années de planification financière commune. Mais ce qui me glaçait, ce n'était pas le nom, c'était la fréquence. Même transaction mensuelle. Chaque retrait dépassait 7000 $. J'ouvrais d'autres relevés bancaires, des virements depuis notre compte d'investissement commun, même destination, Marston Group LLC. Près de 80 000 $ en moins d'un an. J'ai pensé appeler Nathan, mais quelque chose m'en a empêché. Je suis allé à la cuisine et j'ai pris un verre d'eau. Et puis, comme si le destin se moquait de moi, notre iPad commun s'est allumé sur le comptoir, celui que nous utilisions pour les recettes et les vidéos. YouTube. Un message de Brooke est apparu. Préparation du mariage. Compte à rebours jusqu'à demain soir, chérie. Les demoiselles d'honneur et la stripteaseuse sont prêtes. Je me suis figé. Le verre est tombé par terre, se brisant en deux. Mon cœur battait fort. J'ai déverrouillé l'iPad avec mon empreinte digitale, toujours enregistrée comme toujours. Des messages sont apparus comme jamais auparavant. Ni des félicitations ni des projets de mariage classiques. Ils étaient flous, suggestifs, mêlés à des idées d'enterrement de vie de jeune fille et à quelque chose de complètement différent. J'ai hâte de chanter pour toi. Tu penses que le mariage serait plus torride avec quelques souvenirs volés? Tu te souviens de cette soirée à la piscine de Nashville? J'ai fait défiler rapidement. Les photos ont chargé. Une chambre d'hôtel. Un dos familier. Une image floue de Brooke appuyée sur l'épaule de Nathan. Légende ci-dessous. On trouvera un moyen de leur dire après le mariage. Promis. J'ai serré l'iPad si fort que mes doigts se sont engourdis. Je me suis dirigé vers le petit bureau où Nathan travaillait habituellement. J'ai ouvert le vieil ordinateur portable qu'il n'avait pas beaucoup utilisé ces derniers temps. Je connaissais le mot de passe. L'anniversaire de sa mère. J'ai ouvert sa boîte mail. Une boîte de réception secondaire est apparue, déjà connectée, et je suis entré dans un autre monde, un monde auquel je n'avais jamais été invité. Facture d'hôtel de Greenville, Nashville et Chicago, où j'ai demandé un jour, pourquoi ne m'as-tu pas emmené avec toi? C'était un voyage trop court? Tu serais épuisé. Contrat de location d'un appartement de luxe près du centre-ville de Chicago, géré par Marston Group LLC. Un mémo vocal enregistré par erreur par notre assistant personnel à la maison. Nathan en haut-parleur avec quelqu'un. Elle n'en a aucune idée. Elle croit toujours que je fais ça pour notre avenir. Toujours la même voix. Toujours l'homme dont j'avais imaginé qu'il vieillirait avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai su. Il ne me restait plus qu'à admettre la vérité. J'ai imprimé tout ce que je pouvais. Pas besoin d'organiser, juste des preuves. J'ai pris mon téléphone, ouvert LinkedIn et cherché Lucas Anderson, ingénieur civil. Au premier message que j'ai envoyé, j'avais les mains glacées. Désolé de vous déranger. Je suis Claire, la femme de Nathan Mitchell. J'ai quelque chose d'important à vous dire au sujet de votre fiancé. 30 minutes plus tard, Lucas m'a rappelé et, lorsqu'il m'a demandé, avez-vous des preuves, j'ai répondu, j'ai tout, y compris des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Je lui ai envoyé des captures d'écran de messages, des photos d'hôtels, des dates de voyage qui se chevauchaient. Le silence a persisté pendant près d'une minute après qu'il ait fini de les parcourir. Finalement, il a expiré. Je m'en doutais, mais je n'avais aucune preuve. Brooke, elle a changé ces derniers temps. Toujours à cacher son téléphone. Toujours à disparaître sans explication. Mais je me suis dit que c'était juste le stress du mariage. Je n'ai pas dit un mot. Cette même phrase avait été la mienne autrefois.
Combien de fois m'étais-je menti à moi-même juste pour garder confiance? Je ne veux pas faire de scène, a-t-il poursuivi. Mais je ne peux pas me taire non plus. Alors ne nous taisons pas, ai-je répondu. Savez-vous où sont ses parents? Hôtel Gardenia, 4e étage, a-t-il répondu. Ils sont arrivés hier pour rencontrer le fleuriste. Je m'y suis rendu cet après-midi-là, vêtu d'un jean foncé et d'un manteau beige. Je me suis approché de la réception et j'ai demandé à parler à M et Madame Reynolds. Ils ont accepté, même si leur regard était méfiant lorsque je suis entré dans la pièce. Je n'ai pas bavardé. J'ai ouvert mon téléphone et leur ai montré les messages. Les photos, les réservations d'hôtel et les factures correspondantes. Monsieur Reynolds tenait le téléphone, feuilletant chaque article, dans un silence de mort. Madame Reynolds se couvrit la bouche d'une main, son chapelet tremblant légèrement dans l'autre. Brooke, elle est déjà fiancée. Elle a choisi une église. Elle a écrit ses vœux, murmura-t-elle. Et cet homme, il désigna Nathan sur une des photos. C'est mon mari. On ne peut pas laisser ça continuer. Ma fille est une adulte. Elle peut faire ses propres choix, dit-elle faiblement. Elle le peut, répondit-il. Mais elle doit aussi en assumer les conséquences. Lucas arriva à l'hôtel 1 heure plus tard. En entrant dans la chambre, il évita de regarder les parents de la mariée. Il me regarda seulement, puis hocha légèrement la tête. « Êtes-vous sûr de vouloir aborder ce sujet à l'enterrement de vie de jeune fille ?» demandai-je. Lucas esquissa un sourire neutre, vide de joie. « Je ne suis plus sûr de rien, mais je ne peux pas me lancer dans un mariage fondé sur le mensonge. » Alors, dans ce lourd silence, nous avons élaboré un plan. J'ai été clair. Je ne veux pas faire de scène. Je ne suis pas là pour crier ou perdre le contrôle. Je veux juste la vérité. Et elle a besoin d'entendre la vérité de la bouche de ceux qu'elle n'aurait jamais cru avoir le courage de la dire, ajouta Lucas. Nous étions d'accord. Je dirigerai. Lucas interviendrait si la situation dégénérait. M et Madame Reynolds resteraient en retrait, n'interviendraient pas, mais parleraient si nécessaire. À 20 heures précises, nous on s'est retrouvés devant Bella Vista. Personne ne parlait dans la voiture. J'ai conduit. Lucas était assis à côté de moi. Les parents de Brooke étaient à l'arrière. Les seuls bruits étaient le bourdonnement de la climatisation et le léger cliquetis des perles du chapelet de Madame Reynolds. J'ai repéré la salle de loin. Lumière scintillante, musique à gogo, rire de femmes, chaque son me transperçant la poitrine comme une lame. J'ai lentement coupé le moteur, ouvert la portière et pris une grande inspiration. Je me tenais au milieu de l'élégante salle de fête, une coupe de champagne à moitié terminée au pied de Brooke, près de 20 femmes me fixant comme si je venais de gâcher une soirée joyeuse. Mais je ne me sentais pas coupable. Pas ce soir. J'ai hoché la tête après être restée silencieuse trop longtemps. Nathan restait immobile, les lèvres pincées, le regard errant à la recherche d'un allié. Mais cette pièce appartenait désormais à des inconnus. Brooke ne voulait même pas le regarder. Ces demoiselles d'honneur se retiraient vers les murs, comme si elles craignaient d'être elles aussi prises dans la tempête. J'ai posé mon sac à main j'ai posé la table des desserts à côté des cupcakes à étage et j'ai sorti un dossier Navy Moon estampillé du logo du cabinet comptable que Nathan et moi utilisions depuis des années. Tu crois que c'est juste une liaison? Ai-je dit d'une voix calme mais claire. Non, c'est une véritable trahison, conjugale et légale. J'ai ouvert le dossier, révélant des relevés d'investissement imprimés, chaque page marquée au stylo rouge. Marston Group LLC, tu m'appelles, Nathan. Il a avalé avec difficulté et a reculé d'un pas clair, ne fais pas ça ici. Pourquoi? Je l'ai regardé dans les yeux. Parce que tu as honte ou parce que ces gens ne devraient pas savoir que tu as créé une société écran sous un faux nom et que tu as transféré de l'argent de notre compte retraite vers un fonds privé pour financer ta seconde vie. Je me suis tourné vers Brooke, toujours figé sur son siège. Le savais-tu? J'ai demandé si l'appartement que Nathan louait à Chicago, celui dans lequel tu devais emménager après ton mariage, avait été payé avec mon argent. Brooke a levé les yeux écarquillés. Plus aucune larme a coulé. Non, j'ai pensé. Tu as pensé quoi? J'ai coupé. Qu'il était financièrement indépendant. Que sa petite société de conseil avait soudainement décollé et pouvait s'offrir un appartement de luxe, des complexes hôteliers pour le week-end et les cadeaux de créateurs dont tu affichais tant de fierté. J'ai brandi la photo d'un relevé de carte de crédit professionnel.
Restaurant à Nashville, hôtel à Savannah, voyage à Phoenix. Il a qualifié tout cela de rendez-vous client, mais le client, c'était toi. Une coupe de champagne a glissé des mains d'une demoiselle d'honneur et s'est brisée au sol. J'avais plus confiance en Nathan qu'en moi-même, ai-je dit lentement. Je suis resté malgré la mort de sa mère, j'ai jonglé entre 2 emplois pour l'aider à bâtir son entreprise, j'ai refusé la plus grande opportunité de ma carrière parce que je croyais que fonder une famille demandait des sacrifices. J'ai regardé Nathan et, en retour, tu as utilisé cette confiance pour construire une seconde vie dans mon dos. Tu aurais pu avoir une liaison, Nathan. C'est ce que font les gens. Mais tu as dépassé les bornes. Tu as menti. Tu as volé ce que nous avions construit. Pas seulement pour aimer quelqu'un d'autre, mais pour prendre un nouveau départ alors que j'étais encore dans le noir. Le silence s'est installé dans la pièce comme les premiers frimas. L'hiver. Monsieur Reynolds s'éclaircit la gorge, parlant lentement mais fermement. Mesdames et messieurs, je ne pense pas que ce mariage aura lieu, et si quelque chose doit être annulé, je m'en chargerai. Alors prévenez le prêtre, ajouta Madame Reynolds. Et Brooke. Sa voix se brisa. Vous devez vous préparer à quitter notre maison. Mon regard se posa sur Brooke. Pas de cris, pas de supplications, juste une discrète inclinaison de la tête. L'une des demoiselles d'honneur, visiblement la plus proche, s'avança, retira l'écharpe de la future mariée de l'épaule de Brooke, la posa délicatement sur la table et se détourna. Je parcourus du regard la pièce, autrefois décorée pour célébrer un nouveau départ, aujourd'hui ruinée par une fin humiliante. Brooke s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains, des sanglots jaillissant incontrôlables. Je suis désolé. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça, sanglota T.L. Lucas resta immobile un long moment. Puis il retira sa bague en argent et la posa discrètement sur la table, juste à côté du gâteau de mariage qu'ils avaient goûté ensemble 3 semaines plus tôt. Ça s'arrête ici, Brooke, sa voix était claire. J'appelle l'église, le prêtre, tout le monde. Tu n'as rien d'autre à faire, parce que... Il n'y aura pas de mariage. Brooke secoua la tête et tendit la main. Lucas, s'il te plaît. J'ai sorti un autre document de mon sac, le contrat de location d'un appartement au nom de Marston Group LLC, la société écran que Nathan utilisait pour détourner l'argent de notre compte d'investissement. L'appartement coûte plus de $3 000 par mois. 6 mois de caution, les frais de rénovation, les honoraires de décorateur d'intérieur. Tout cela payé avec le fonds de retraite que je me suis constitué ces 14 dernières années. Total. J'ai regardé Brooke, puis Nathan. $180 000. Une vague de murmures a parcouru les demoiselles d'honneur. Quelqu'un a murmuré, « Oh mon Dieu, je n'ai même pas autant d'économies de toute une vie. » Nathan s'est avancé, la voix tendue, mais s'efforçant de rester calme. Claire, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense? J'ai ri pour la première fois ce soir-là. Mais il n'y avait aucune joie. Juste un mépris glacial et tranchant. Qu'est-ce que tu vas dire? Que j'ai mal compris le montant, mal lu les reçus, mal interprété le des documents bancaires portant ta signature? Je me suis retourné pour faire face à la salle. Après avoir vu les premiers signes, je n'ai pas explosé. Je n'ai rien jeté. Je ne l'ai pas interrogé. J'ai engagé un expert comptable, spécialisé dans la détection des fraudes financières dans les mariages. J'ai sorti une petite enveloppe et l'ai posée sur la table. Tout y est. Registre de virement, utilisation abusive de cartes de crédit professionnelles, adresse email professionnelle que Nathan utilisait pour réserver des chambres d'hôtel pour ses réunions avec Brooke. J'ai pris une grande inspiration. J'ai déjà transféré la moitié de nos biens communs sur un compte personnel auquel Nathan n'a pas accès. J'ai également engagé un avocat et préparé les documents juridiques, y compris une demande de divorce et, si nécessaire, une plainte pour fraude financière conjugale. Nathan est devenu pâle. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il murmuré. J'ai droit à une partie de ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Des yeux qui avaient été mon point d'ancrage, maintenant le visage d'un étranger. Ta part, ai-je dit lentement, a été dépensée en draps d'hôtel et en vin cher pour endormir ta maîtresse. Pendant que j'étais à la maison et que je faisais des heures supplémentaires pour payer l'hypothèque. Je pensais que ça suffirait à mettre fin à la soirée. Mais il restait une part de vérité que je n'avais pas dévoilée. Celle qui non seulement briserait un mariage, mais pourrait anéantir la carrière que Nathan avait bâtie pendant des années. Et cette fois, je n'étais pas seul.
Dans le silence tendu de la salle de fête, la porte en bois au bout du couloir s'ouvrit brusquement. Un homme grand en costume sombre entra, l'air sévère, les têtes tournées. Brooke leva les yeux, le visage encore baigné de larmes. Nathan a failli se figer. Ethan, s'étrangla-t-il. Que fais-tu ici? Je m'écartai pour laisser la place à l'homme qui s'approchait. Parce que je l'ai appelé, dis-je. Ethan Cole, PDG de la National Healthcare Finance Company où Nathan travaille. Également un ancien camarade de classe de Duke Business School. Ethan ne regarda pas Nathan tout de suite. Il scruta d'abord la pièce du regard. Verre brisé, visage stupéfait, puis posa son regard sur moi. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, Claire, dit-il doucement. Mais tu avais raison. Ce n'est pas juste personnel. Il s'avança vers Nathan, la voix calme mais ferme. Nous avons eu une réunion le mois dernier au sujet des politiques d'éthique. Tu te souviens? Tu as signé une déclaration affirmant n'avoir aucune relation amoureuse avec quiconque sous ta supervision directe. Nathan balbutia. Je ne pensais pas qu'elle ne faisait pas techniquement partie de mon équipe. Brooke t'a été affecté comme stagiaire selon la structure standard du service. Ethan me montra une feuille. Je reconnus qu'il s'agissait d'une copie du contrat de stage de Brooke signé par Nathan. Et pendant 6 mois, non seulement tu as omis de divulguer cette relation, mais tu as aussi utilisé les fonds de l'entreprise pour payer plusieurs voyages sans rapport avec le travail. Brooke se couvrit le visage, tremblante. Je croyais que tu avais dit que l'entreprise ne le saurait jamais, murmura-t-elle. Je ne le saurais pas, répéta Ethan. Jusqu'à ce que Claire m'envoie les documents détaillés. Et honnêtement, même si je voulais fermer les yeux à cause d'une vieille amitié, les preuves étaient indéniables. Nathan me regarda, l'air dévasté, son expression n'étant plus en colère. Tu lui as vraiment envoyé ça, continua Ethan. Cette fois, il s'adressait à toute la salle. Notre entreprise gère des actifs dans le secteur de la santé. Des millions de dollars provenant de programmes de santé publique, des postes de direction comme celui de Nathan sont soumis aux normes éthiques les plus strictes, et en cas de manquement, l'affaire est soumise au comité fédéral d'éthique professionnelle pour examen. Brooke semblait exsangue. Elle se tourna vers Nathan. Tu as dit que tu me protégerais. Tu as dit que tu t'en occuperais. Toi aussi, tu es en infraction, dit Ethan froidement. Entretenir une relation avec ton supérieur hiérarchique direct pendant ton stage est contraire au règlement. Ton dossier sera suspendu et tu pourrais être interdit de travailler dans le secteur de la finance de la santé pendant au moins 3 ans. La salle des fêtes ressemblait maintenant à un tribunal, sauf que l'accusé avait apporté toutes les preuves. Le regard d'Ethan se posa une dernière fois sur Nathan. Demain matin, présente-toi au bureau avec ton ordinateur portable, ton badge d'identification et ton téléphone professionnel. Ton accès a été révoqué dès mon arrivée. Nathan pouvait à peine parler. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais je savais que la tempête n'était pas terminée. Ce que j'avais fait, ce n'était pas pour me venger. C'était pour couper le lien qui me liait à quelqu'un qui n'en était plus digne. Madame Reynolds s'affala sur une chaise près de la fenêtre, les mains tremblantes, serrant son chapelet, fixant Brooke comme si elle ne reconnaissait plus la fille qu'elle avait élevée pendant près de 30 ans. Brooke, la voix brisée. Tu es la petite fille d'un pasteur. Ton grand-père est resté en chair pendant plus de 40 ans, prêchant la fidélité et l'honneur. Ta tante est religieuse. Personne dans notre famille n'a jamais eu à baisser la tête de honte comme ça. Elle serrait le chapelet comme quelqu'un qui essaie de s'accrocher à quelque chose qui lui échappe. Brooke ne releva pas la tête. Elle resta assise, immobile, les mains serrées comme si elle souhaitait disparaître. Monsieur Reynolds, toujours debout, sortit son téléphone de la poche de son costume. J'appelle le père McKinley, dit-il d'une voix ferme mais sèche, lui faisant savoir qu'il n'y aura pas de mariage le week-end prochain et que, si nécessaire, j'informerai tous les prestataires. Voulez-vous appeler personnellement le photographe, le groupe et le traiteur, Brooke? Papa, s'il vous plaît. Brooke sanglota. N'annule pas tout. Je peux arranger ça. Il la coupa. Sans crier, mais d'une voix si claire et si définitive que personne n'osa l'interrompre. Ce qui doit être annulé, ce n'est pas la fête, c'est le fantasme que vous avez construit autour de vous. L'atmosphère dans la pièce s'épaissit, comme si chaque son avait été englouti par la dure et froide vérité. Mon regard passa de Brooke à Lucas,
cherchant quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait me donner. J'avais prévu de garder la suite pour moi, mais quand j'ai vu Lucas serrer les mâchoires, se tenant par un fil, j'ai su qu'il méritait toute la vérité. Je n'allais pas dire ça, commençai-je doucement. Mais peut-être que Lucas devrait tout savoir. La tête de Brooke se releva brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent de larmes, comme si elle pressentait instinctivement ce qui allait arriver. Il y a 3 semaines, j'ai continué, en examinant les finances de Nathan, je suis tombé sur des documents de prêts liés à sa famille, 3 prêts hypothécaires à court terme et une demande de crédit rejetée pour impayés. Je me suis tourné vers Lucas. Savais-tu que sa famille est au bord de la faillite? Que toi et ton mariage étiez leur dernier espoir d'obtenir de nouveaux capitaux d'investissement? Lucas se figea comme si on lui avait arraché l'air des poumons. Non, c'est impossible, murmura-t-il. Nous n'avons jamais parlé d'argent comme ça. Pas directement, dis-je, mais indirectement, tout le temps. N'avez-vous pas discuté de la fusion de vos finances après le mariage? Brooke n'a-t-elle pas mentionné qu'elle voulait prendre du temps pour se ressourcer émotionnellement? Ses parents n'ont-ils pas soudainement commencé à vous couvrir de tendresse après des années à ignorer sa vie amoureuse? Madame Reynolds fondit en larmes, mais pas de chagrin, car elle savait qu'il n'y avait plus rien à redire. Nous ne pensions pas en arriver là, dit-elle doucement. Lucas est un homme bien. Il était une chance pour elle d'avoir un mari convenable, un avenir meilleur. Par tromperie, demanda Lucas, la voix brisée, sans colère. Se servir de moi comme d'une échappatoire financière tout en couchant avec un homme marié? Brooke tomba à genoux, le visage enfoui dans le tapis. Il ne s'agissait pas de l'argent. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Monsieur Reynolds s'avança et posa une main sur l'épaule de sa femme. Allons-y, dit-il. Il n'y a plus rien à dire. Il jeta un dernier regard à Brooke, non pas avec colère, ni avec déception, mais avec une soumission silencieuse. Tel un homme déposant la dernière fleur sur la tombe d'un objet autrefois sacré, Madame Reynolds se leva et le suivit. Elle ne se retourna pas, mais je vis sa main serrant le chapelet. Non pas comme une prière pour le salut, mais comme un ultime adieu à quelque chose d'insurmontable. La porte se referma derrière eux. Dans la pièce, il ne restait que le bruit de respiration tremblante, le tintement occasionnel de verre sur le sol, et une femme agenouillée seule, dépouillée non seulement de son mariage, mais aussi de sa famille, et de la conviction que la tromperie pourrait un jour rester impunie. La pièce semblait avoir touché le fond. Je savais qu'il restait encore une couche, la partie la plus profonde, la plus pourrie, intacte. Je n'avais pas prévu de l'utiliser à ce moment-là. D'abord, je l'avais gardé par instinct. Mais voyant Brooke toujours par terre, répétant que ce n'était pas ça, et Nathan figé dans un coin, je savais que si je ne le disais pas, ils continueraient à nier, à vivre dans la demi-vérité qu'ils avaient construite pour faire taire leur propre culpabilité. Je suis entré au centre de la pièce, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un fichier audio enregistré la semaine dernière par accident par l'assistant intelligent de notre maison, qui est toujours lié à l'email de Nathan. J'ai dit, je l'ai déjà envoyé à mon avocat, mais maintenant je veux que vous l'entendiez tous, pour qu'il n'y ait plus d'excuses. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Nathan est venue en premier dans le haut-parleur, basse, posée et indubitable. On attendra après le mariage. Dans quelques mois, tu diras que ça ne marche pas, rupture pacifique, et je quitterai Claire comme promis. Doucement. La voix de Brooke a suivi, hésitante. Mais Lucas, c'est un homme bien. Je me sens tellement coupable. C'est pourquoi tu seras gentil. Et je réglerai les finances. Déménage à Chicago. On repartira de zéro. Personne ne se doutera. Et si Claire se doute? Elle ne se doutera de rien. Elle me fait trop confiance. Elle l'a toujours fait. Le rire de Nathan à la fin m'a donné la chair de poule, même si j'avais écouté l'enregistrement des dizaines de fois. J'ai arrêté le fichier. Pendant quelques secondes, la pièce est restée silencieuse. Brooke a expiré comme si on lui avait jeté de l'eau glacée. Elle s'est levée brusquement, les yeux rouges. C'est faux. Tu as édité ça. Je n'en ai jamais. Tu es sûr? Lucas l'interrompit pour la première fois, ne protégeant plus ses sentiments. Il fouilla dans la poche de son manteau, en sortit son téléphone et le posa devant elle. Et ce message? Brooke baissa les yeux vers l'écran, ses propres mots audacieux et indéniables. Ce soir est la première étape. Je te choisis pour toujours.
Envoyé à 9h02 ce matin. Brooke recula en titubant, les lèvres tremblantes. J'étais confus. Tu n'avais pas prévu que ça aille si loin. Lucas laissa échapper un rire amer. Tu n'avais pas fait l'exprès? Alors, les séjours à l'hôtel à Nashville et Phoenix, c'était quoi? Un moyen de se détendre. Et l'appartement loué à Chicago pour prendre un nouveau départ. C'était une coïncidence aussi. Je me suis approché, les yeux rivés sur eux deux. Ce n'était pas juste une trahison. C'était calculé. À chaque étape, tu élaborais un plan suffisamment astucieux pour éviter les soupçons, puis tu feignais de regretter une fois attrapé. Mais soyons honnêtes, tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Tu regrettes d'avoir été attrapé trop tôt. Brooke se mit à pleurer. Mais cette fois, plus de sanglots dramatiques, juste des halètements gutturaux et brisés, comme quelqu'un qui avait enfin touché le fond et n'avait plus aucun point d'appui. Nathan restait paralysé, le regard vide, comme un homme réalisant enfin qu'il avait coupé tous les ponts derrière lui. Je leur faisais face. Le couple qui se croyait autrefois intelligent, prudent, intouchable, se tenait maintenant au milieu des décombres d'une pièce remplie de témoins, de vieux amis et de personnes brisées. Les vestiges d'un avenir qu'ils avaient détruit de leurs propres mains. 6 mois plus tard, j'étais assis sur la véranda d'une minuscule cabane en rondin au cœur des pins du Vermont, une tasse de café froid à la main, regardant les dernières lueurs du jour se répandre, dorées et douces, sur le lac. Le verre avait cessé de se briser. Les messages ne parvenaient plus, et les nuits n'étaient plus des batailles. Juste le vent, les feuilles sèches et le chant des oiseaux là-haut. J'ai quitté Charleston 3 semaines après cette nuit-là. Je n'ai rien emporté avec moi, si ce n'est quelques valises de vêtements, une pile de papiers officiels finalisés et une carte pliée indiquant des endroits dont je n'aurais jamais osé rêver. La maison que j'avais autrefois décorée dans les moindres détails, des rideaux aux couleurs automnales aux photos de famille parfaitement accrochées dans l'entrée, s'est vendue à un prix raisonnable. Je n'y suis jamais retourné pour récupérer la moindre chose dont je n'avais pas besoin. Les choses qui me donnaient autrefois un sentiment d'appartenance étaient devenues les témoins d'une vie que j'avais empruntée. Cette cabane a été la première annonce que j'ai vue en parcourant un site immobilier par une nuit blanche. Petite, à 2 heures de la gare la plus proche. Une ville, un toit en pente, un vieux poêle et une cheminée en pierre. Cela ne correspondait à aucune idée de ce que je pensais de la maison. Mais dès que j'y suis entré, je n'ai plus voulu repartir. J'ai commencé un nouvel emploi dans une fondation artistique locale. Un salaire plus bas, aucun prestige, mais ça me semblait juste. Chaque semaine, j'aidais à organiser des ateliers de dessin pour les enfants du quartier, je concevais des espaces d'exposition pour des artistes indépendants et, parfois, je restais simplement assise tranquillement dans la salle des archives, feuilletant des croquis oubliés. Il y avait quelque chose dans la crudité et l'honnêteté de l'art qui a commencé à me guérir. Plus besoin de mots, plus besoin d'explications. J'ai aussi commencé une thérapie. On dit que la trahison dans le mariage ne brise pas seulement la confiance envers les autres, elle brise la confiance en soi. Je le comprends plus que jamais. Chaque fois que je me souviens du regard de Nathan quand je suis entré à cette fête, pas de panique, pas de honte, mais de peur de perdre le contrôle, je me rappelle que je n'ai pas été lésé d'avoir fait confiance, mais que j'ai eu raison d'arrêter. Quant à Nathan, j'ai entendu dire qu'il avait été contraint de vendre ses parts de son ancienne entreprise pour couvrir les frais de justice. Des clients de longue date se sont désistés après la diffusion du scandale en ligne, suite à une vidéo prise par l'une des demoiselles d'honneur. Il a tenté de lancer un petit projet financier à Seattle, mais rien n'est encore clair. Bizarrement, je m'en fiche. Non pas parce que la douleur est partie, mais parce que j'ai cessé de la laisser dicter ma direction. Et Brooke, d'après une source, a quitté Charleston pour retourner vivre chez ses parents en Virginie occidentale. La famille a fermé son église pendant 3 mois après le scandale. Le mariage a été annulé, et sa réputation dans cette petite ville a été quasiment effacée. Je ne m'en réjouis pas, mais je ne la plains pas non plus. Chacun est responsable de son chemin. Elle a choisi le sien et cela l'a complètement englouti. Lucas et moi sommes toujours en contact. Il n'y a rien de romantique. Nous sommes juste 2 personnes qui se sont tenues côte à côte pendant que nos univers privés s'effondraient. Il y a un lien étrange entre nous. Pas de l'amour, mais de la compréhension. Nous échangeons des messages les jours pairs, partageons des photos du chien adopté, parlons de nos entraînements ratés ou du cours de poterie que je viens de suivre. J'ai essayé. C'est une connexion discrète. Sans pression. Comme nous le savons tous les deux, tant que l'autre existe quelque part,
ça suffit. Lucas a écrit un jour, on n'a pas à fuir le passé, Claire. Nous devons juste arrêter de y vivre. J'ai pleuré en lisant ça, non pas à cause des mots, mais parce que je savais que j'avais commencé à faire mon petit tissu épais avec un motif floral fort que je n'aurais jamais choisi avec Nathan. Vivant après cette nuit, beaucoup de gens m'ont demandé, n'avez-vous pas peur, était. J'étais terrifié. J'avais peur d'être seul, de regards pitoyables des autres, de marcher dans une nouvelle vie sans carte. Mais ensuite, j'ai réalisé ce qui est encore plus effrayant à côté de quelqu'un qui n'est plus réel et accepter ce que vous savez être mal pour préserver une image qui a déjà brisé il y a longtemps. Quelqu'un m'a dit qu'une femme forte est quelqu'un qui sait pardonner. Mais maintenant, je crois qu'une femme forte est quelqu'un qui n'ose pas s'éloigner lorsque la confiance est exploitée. Quand la patience est confondue avec la permission. Qui a dit, je vous ai tout donné, mais je ne vous dois pas plus. À propos de l'apprentissage que le silence peut être une réponse et de se lever non pas pour la vengeance mais simplement pour continuer dans la façon dont je choisis. Suis-je toujours en colère? Oui, la colère vient toujours surtout quand je me souviens être assis seul à la table du dîner en attendant quelqu'un qui a envoyé un texto en cours de route ou les nuits où j'ai enveloppé ses cadeaux d'anniversaire ne sachant pas qu'il était dans une chambre d'hôtel souriant à quelqu'un d'autre. Mais la colère ne m'avale plus entière. Cela va et vient comme la pluie à travers les arbres. Je l'ai laissé passer et je continue de bouger. Hier soir, Lucas a envoyé un texto, mon frère cadet m'a demandé si je crois toujours au mariage. J'ai dit oui, mais je ne crois plus au silence. Je lis ce message encore et encore. Ensuite, j'ai répondu, nous méritons tous une vie que nous n'avons pas à douter. Je sais que tout le monde n'a pas la chance de partir. Tout le monde n'a pas les moyens de recommencer, mais je crois que tout le monde a le droit de choisir la vérité. Pour dire, je n'accepte pas cela comme normal. Et si vous êtes dans une situation où vous êtes silencieux depuis longtemps, je n'accepte pas votre histoire. Après moi, je suis désolé. Votre histoire sera le début de quelqu'un d'autre. Et si cette histoire touchait quelque chose en vous, n'oubliez pas de suivre la chaîne. Les histoires suivantes peuvent ne pas être parfaites, mais elles seront toujours vraies. Et parfois la vérité seule est.